Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Bon, je pense que vous l'avez reconnu celui-là, c'est un MAS 36. C'est un MAS 36 qui vient de m'arriver. Et pour vous dire la vérité, je n'ai tiré qu'une seule boîte de cartouches. Mais j'ai envie en fait de vous parler un petit peu de cette arme. Alors, je ne vais pas faire de vidéo historique, hein. Il y a des gars sur YouTube qui font ça très bien, des potes youtubeurs. Maître Luger, le faux poudre par exemple, qui traite des armes du côté historique, du côté mécanique. Ok, allez les voir, ces vidéos, elles sont très très bien faites, il n'y a aucun souci. Voilà, un petit peu d'entraide entre youtubeurs, ça fait pas de mal de temps en temps. Non, là j'ai envie de vous parler un petit peu alors, de cette arme en particulier, mais aussi j'ai envie de vous parler de tireur à tireur, les difficultés qu'on peut avoir avec une arme comme ça, les avantages et les inconvénients, enfin voilà. J'ai envie de vous parler un petit peu de mon ressenti en ayant tiré 20 cartouches. Alors je ne me suis pas encore mis à faire du rechargement, ça viendra par la suite, mais voilà. Bon alors cette arme les gars, cette arme, on va la déballer un petit peu. Cette arme c'est un MAS 36 de 1939 et il est tout au même numéro. Voilà, je suis plutôt content de mon achat, entre guillemets, même si je ne l'ai pas acheté. Oui, je ne l'ai pas acheté, je l'ai échangé contre deux armes. Voilà, pour ceux qui ont regardé le vlog 28, dernier vlog en date, si vous regardez ma chaîne, je vous ai expliqué un petit peu ça. Bon, je ne pouvais pas passer à côté de ça, sachant que maintenant des armes comme ça, c'est assez cher. Et les deux armes que j'ai échangées, je m'en servais jamais. Voilà, donc en fait, c'était une bonne occasion d'avoir une arme comme ça. Alors au départ, honnêtement, les armes françaises, c'est pas trop mon truc. Voilà, je sais pas, sur ce MAS 36, même le MAS 49-56, le MAS 36-51, je les trouvais pas si terribles que ça, mais j'en avais jamais eu dans les mains. J'ai eu cette arme dans les mains, parce que on m'a dit, viens voir Xavier, j'ai quelque chose à te proposer. Donc évidemment, quand on me parle d'armes, moi je viens tout de suite. Et puis, quand je l'ai eu dans les mains, je sais pas, je suis tombé amoureux de cette arme directe. Voilà. Et pourtant, elle a une sacrée gueule. C'est quand on regarde, moi, ce qui me fait griner dans cette arme-là, dans ces armes-là, c'est ce canon-là. Ce canon qui sort, qui est tout fin, alors que d'habitude, on a les organisés qui sont au bout. C'est ça qui me chagrinait un petit peu, ce côté-là. Là. Mais bon, on s'y fait, c'est pas bien grave. Je sais pas, le côté ferraille, bois, moi c'est ce qui m'attire, hein, la ferraille et le bois. Là, il y a vraiment beaucoup de ferraille au niveau du boîtier de culasse. C'est, on s'y fait aussi, voilà. Donc celui-là, c'est un MAS 36 de 1939 et il a connu que 4 propriétaires. Et je suis le quatrième. Oui. Pourquoi? Alors un petit peu d'historique. Cette arme-là, en 1940, après, entre guillemets, la débâcle française face aux Allemands quand ils ont envahi la France, cette arme-là a été abandonnée. Voilà, c'est le côté historique de la chose. Hein. Elle a été abandonnée dans un fossé par le soldat qui l'avait. C'est un gars qui a démissionné, qui a déserté tout simplement. Et ce fusil-là, d'après la personne qui me l'a vendu, qui me l'a cédé, ce fusil-là a resté 3-4 jours dans l'herbe. Et des personnes l'ont ramassé. Deuxième propriétaire. Deuxième propriétaire, donc, l'a gardé environ 60 ans, planqué dans un grenier, planqué dans des foins, dans le machin, dans le truc. Enfin, l'arme s'est un petit peu dégradée, apparemment. Elle a été vendue ou donnée au troisième propriétaire. Entre-temps, je pense que le bois a été changé parce que toute l'arme est au même numéro, baïonnette incluse, sauf le bois. Le bois a un autre numéro, alors c'est sur ce côté-là, vous ne voyez pas, c'est pas le même numéro que le boîtier. Bon. Et puis donc est arrivé le quatrième propriétaire, c'est-à-dire moi. Voilà, au bout de 80 ans. C'est quand même incroyable. Donc l'arme, elle est tout au même numéro, sauf le bois. Alors, sur les premiers types, normalement, c'est marqué ici, le numéro de série, c'est gravé sur la crosse, ainsi que sur toutes les parties bois. Alors c'est marqué normalement en dessous, c'est marqué à l'intérieur. Et là, il n'y a pas de numéro de série. Donc je pense que le bois a été changé par la suite. Imaginez un fusil qui reste dans le foin, dans la paille, pendant près de 60 ans,
il doit quand même un petit peu s'oxyder. Là, honnêtement, il a perdu sa peinture, mais il est très propre. Le bois a dû être piqué à un certain moment. Voilà, les verts, ils adorent le bois, donc ça doit attaquer. Et bon, je pense que les propriétaires précédents, hein, notamment, alors, je dirais pas le troisième, mais le deuxième, a dû changer les bois à un moment donné. Voilà, donc il est super propre, le bois est nickel, et j'en suis ravi. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un MAS 36 type 1, donc de 1939. À quoi on le reconnaît? Bon, facilement, on le reconnaît à l'embouchoir, au protège guidon. Voilà, il y a 2 oreilles de chaque côté. Si ça avait été un type 2, normalement, c'était un système avec un anneau au-dessus, une sorte d'arrondi, hein, au niveau en métal. Et puis, surtout, c'est au niveau de la hausse qu'on reconnaît. Alors celle-là, il y a des quadrillages dessus, il y a un quadrillage, alors c'est pas un quadrillage, c'est des rayures. Comment on actionne ça? Parce qu'il n'y a pas de curseur, hein. Ça c'est sur le type 2, donc c'est un bouton sur le côté, puis on pousse le curseur. Là non, il faut appuyer sur la hausse, et puis on vient pousser ce petit curseur. Alors c'est pratique sans être pratique. Bon, généralement on n'y touche pas beaucoup. Moi je tire à 100 mètres, et la hausse commence à 200. Voilà la difficulté. Alors, j'ai tiré que 20 cartouches. Je vous montre déjà les premiers tirs que j'avais fait. Alors, pas en vidéo, mais au moins pour pouvoir tester cette arme, pour me dire est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas. Et puis, quand j'ai tiré à 50 mètres et que j'ai eu ça, eh ben, je me dis que c'était pas si mal que ça. Voilà, donc c'était un bon début. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème avec ces armes-là, ça vient de la hausse. Et la hausse, sur ces armes françaises, hein, et ça je l'ai appris qu'en ayant cette arme dans les mains et en faisant des recherches, ben en fait, la hausse, elle ne se règle pas. Elle se réglait uniquement en usine ou en contingent à l'armée. Enfin, les militaires qui devaient la régler, hein, certainement qu'il y avait un armurier spécialisé là-dedans, qui changeait les hausses. Parce qu'en fait, oui, il fallait uniquement changer la hausse. Pas le curseur, non, la partie mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un œilleton qui a un trou, mais qui peut être à un endroit différent sur cette hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils utilisaient ces armes et ils faisaient un réglage, ben, ils utilisaient une cible comme ça, alors bien plus grosse, hein. Ils tirent à 200 mètres, ils mettaient déjà une hausse neutre, c'est-à-dire un trou parfaitement centré, ils tiraient en plein milieu, et par rapport aux impacts qu'ils obtenaient, alors en imaginant par exemple qu'ils tirent dans ce carré ici, et ben en fait il fallait trouver une hausse correspondante à l'inverse, pour compenser en fait cette dérive de tir. Alors ça c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. Alors ça va à l'époque quand ils utilisaient des armes comme ça, ils avaient du matos à gogo, il n'y a pas de souci. Mais là on est en 2025, pour trouver une hausse, c'est hyper dur, et en plus là, c'est un type 1, donc c'est une hausse vraiment spécifique. Il en existe que 9 différentes. Imaginez un petit peu, ça c'était, alors je sais pas si vous voulez, je vous ferai un petit gros plan. C'était uniquement pour le cercle rouge au milieu, donc 9 hausses. Et si c'était un type 2, c'était 25 cases, 25 hausses différentes. Ah les gars, trouvez quelque chose maintenant correspondant, hein. C'est introuvable, hein. Voilà. Donc là, en fait, quand j'ai récupéré ce fusil, je me suis dit, j'espère au moins, comme il n'a pas beaucoup tiré, hein, je dirais qu'il a tiré 300 cartouches, hein, tout cassé, hein, cette arme, depuis 1960, hein, depuis 1940, il a tiré 100, 200 cartouches maximum. Hein. Imaginez, moi j'en ai tiré que 20. Je pense, honnêtement, c'est ce qui me faisait peur. Est-ce que cette hausse a été changée ou pas? Ben non, cette hausse n'a pas été changée, elle est parfaitement d'origine, avec les réglages d'origine. Et ça, c'est nickel. Donc ça, c'était un gros point en moins à se poser. Bon, vous avez remarqué, cette arme-là, elle est petite, massive, elle fait 1,02 m, elle fait un petit peu moins de 4 kg chargée, et cette crosse ici, avec une plaque de couche en ferraille, c'est très petit. Et suivant le gabarit qu'on a, moi je fais 1m70, 1m72, bon ok, hein, je suis un petit peu bâti, sans plus. Quand on tire comme ça, eh ben, le ton se trouve très très près. Bon, moi j'ai récupéré ça avec l'arme, c'est un sabot de crosse en plastique
qui était prévu pour les masses 36-51. Je mets ça au bout, on gagne 3 cm, ça amortit vachement, parce que mine de rien, le 7.5-54, ça tape quand même. Le canon est assez petit, et ça tabasse les oreilles. Je peux vous assurer que ça tabasse les oreilles. Dans les images que vous allez voir par la suite, ça s'entend pas, hein, honnêtement. La caméra, quand elle enregistre un son, elle sature quand même un petit peu, donc c'est atténué. Mais croyez-moi, quand on tire même avec cette arme, pourtant le blast, il s'en va sur les côtés, on l'entend quand même assez bien. Hein. C'est un peu comme les Berthier M16 par exemple, qui a un canon super court, on tire du 8 level. Enfin, ça s'entend énormément. Et là, sur ces armes-là, c'est exactement pareil. Voilà pour cette arme. Bon, alors pour les tirs, bon, ce que vous allez voir maintenant, j'ai réalisé les tirs un petit peu en amont de cette vidéo au moment où je vous parle. J'ai eu de moins bons résultats que sur la photo que je vous avais montrée. Ça c'est logique, c'est à chaque fois que je filme mes tirs, je suis légèrement moins bon, je sais absolument pas pourquoi. Et ça c'est systématiquement. Je n'ai tiré que 10 cartouches dans la série qui va suivre, à 50 mètres et aussi à 100 mètres. Par contre à 100 mètres, par rapport à mes essais que j'avais fait avant, se sont nettement améliorés. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, ce MAS 36 les amis, j'ai tiré, tout est pour tout, allez, j'ai dû tirer 10 cartouches avec, de la Cellier Bello, de la PPU Partisan, donc 139 grains, on va dire tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est les munitions qu'on trouve actuellement pour cette arme. Alors j'ai envie de tester à blanc comme ça parce que je me rappelle plus si la détente est raide. Elle est vraiment dure. Il y a un point dur, vraiment dur, très très dur. Ouais, c'est quand même. Il va falloir que je le travaille ce truc-là. J'ai vu qu'il existait d'autres détentes, un FRF1, FRF2 qu'on peut changer, qu'on peut mettre dessus. Il y a des kits aussi ressorts qu'on peut changer au niveau du percuteur, au niveau de l'intérieur de la détente. Là, ça peut être intéressant. Donc peut-être voilà, travailler, changer ces ressorts pour qu'ils soient beaucoup plus agréables au tir et qu'ils soient en même temps encore acceptés au tard. Parce que de mémoire, je crois que c'est 1,3 kg maximum. Donc il ne faut pas que ça descende en dessous. Et il ne faut pas non plus que l'arme soit dangereuse au niveau de la détente. Il ne faut pas que ça parte tout seul, hein. On est bien d'accord. Bon les gars, moi je vais tirer 10 cartouches. Il m'en reste que 10. Je vais en tirer 5 à 50 mètres, 5 à 100 mètres. Ça donnera une petite aperçu de ce que ça vaut. Alors plus ou moins, hein, moi je découvre cette arme. Et déjà les tirs que j'avais effectués étaient plutôt pas mal. J'étais assez content. Donc là je suis très haut. Ok. Donc là il faut que je vise bas visuel noir, parce que là-haut c'est à 200 mètres. Donc je suis obligé de taper un petit peu bas pour normalement espérer taper dans le centre. Et je sais qu'il tape un peu quand même. Ah ouais. Ouais, il tape. Bon. Un 9, c'est pas mal. C'est pas mal. S'ils pouvaient tous être comme ça, ça serait génial. Waouh! C'est pas mal. C'est pas mal. Putain, mais castagne, hein, par contre. Hein. Putain, les gars, je peux vous assurer que ça tape. Hein.
Un peu haut celui-là. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on est à 50 mètres. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Mais c'est pas mal. Bon, très sympa, hein, ce MAS 36. Il tape quand même pas mal. Et heureusement, je dirais qu'il y a le sabot de crosse ici qui est, qui est une pièce rajoutée, hein, qui est normalement pas d'époque, puisque celui-là c'est MAS 1951, donc c'est pour les MAS 36-51, j'imagine. Et mais par contre, c'est adopté au tard, donc parfaitement, on peut parfaitement l'utiliser sans problème. Et l'avantage, en fait, c'est que ça en fait rajoute 3 cm à cette crosse, qui est très courte, mine de rien. Alors, je ne sais pas s'il existe des tailles différentes, comme sur les CMLE, par exemple. En tout cas, sur celui-là, il est très court, et 3 cm de plus, mine de rien, ouais. Mine de rien, c'est assez appréciable. Bon, 100 mètres. 100 mètres. Bas visuel noir, toujours pareil. Bon alors, là ça va peut-être pas être pareil, hein, au niveau des résultats, j'en suis quasiment certain. J'ai tiré très peu de cartouches avec cette arme, donc je la connais pas. Les organes de visée, le guidon là, il est super large, hein, vous avez vu. Hein. Si on avait un guidon aussi fin que sur les Lee Enfield, mais ça serait impeccable. L'œilleton, bon ça va. Puis j'ai de la chance quand même, hein. Le fusil est bien réglé. Hein, je vous ai dit qu'il y avait différentes hausses qui définies en usine. Hein. Donc c'est un maître armurier normalement qui gère ça. Donc il devait tirer quelques cartouches. Enfin bon, je vous l'ai déjà expliqué. Mais bon, la hausse là, c'est la bonne. Et tant mieux. Tant mieux. Allez, 100 mètres. J'espère faire aussi bien. Alors à titre d'info, pour ceux qui se posent la question, eh ben, quand on regarde dedans là, le guidon est plus large que l'ensemble du noir du centre de cible là-bas. Alors pour le caler correctement, hein, c'est pas fait. Normalement, c'était pas fait pour ça, hein, ces armes-là. On est bien d'accord. Alors je sais pas du tout si c'est dedans. J'espère au moins. Ça m'inquiète un petit peu, je vois pas. Je vois un 9. Je suis pas sûr. Je crois que c'est un tout petit peu plus bas. En tout cas, c'est dans le noir. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. J'adore ce fusil. J'adore ce fusil. Putain, comment... Je suis pas autour, hein. C'est pas moi qui... Enfin, c'est moi qui tire, mais j'aimerais bien être à côté pour voir en fait le blast que ça fait. Mais ça doit être un truc impressionnant, quoi. Ouais, bon. Bon, alors je sais pas si elles sont toutes les 5 dans le noir à un moment où je vais filmer. Mais bah, c'est plutôt pas mal, hein, je dirais. Hein, j'en sais rien. Voilà, je vais aller voir. Puis je fais un petit débrief. A few moments later. Bon, résultat. Bon, vous avez vu, hein. Mais je suis plutôt content. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont toutes dans le cercle du 8. Donc je reste dans le 8. Et ça, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. La hausse, pour moi, est excellente. L'œilleton, j'en suis pas très habitué, mais ça va plutôt bien. Le guidon, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est super large, c'est pas évident
c'est pas si simple à se caler sur la cible. À 100 mètres, ça va. Ça peut encore aller. Vous avez vu le résultat, c'est pas mal. Bon, voilà. Très content de ce MAS 36 de 1939, premier type. Bon, par contre, je vais certainement améliorer certains trucs, notamment la détente, hein, qui est quand même vachement raide. Alors peut-être éventuellement la démonter, la polir, ou alors changer un ou deux ressorts pour essayer d'atténuer, comme je vous ai dit, atténuer ce départ qui est... ouais, je dirais que c'est le point négatif. Hein. Vraiment, le gros point négatif, c'est ce départ. Sinon, super arme. Hein. Moi, je suis très très satisfait de cette arme, qui va être destinée au tard, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça que je veux améliorer ce poids de départ. Qu'il ne faut pas que je descende en dessous de 1,3 kg, bien sûr. Mais ouais, super. Franchement. Par contre, même avec le casque, et pourtant, j'ai pas un casque électronique. Peut-être qu'il va falloir que je m'y mette, hein, Thomas. Toi qui m'en as parlé à Anceny. Acheter un casque électronique. Et... voilà, c'est un truc qui coûtait pas cher, moi, et j'ai ça depuis le début. Ça fait plus de presque 20 ans que j'ai ça. Ça marche bien. Bon, un casque électronique, je pense que ça atténue encore plus les sons. Pour continuer avec ce MAS 36, vous avez vu, là, pour l'instant, je tire de la munition manufacturée, donc PPU Partisan 139 grains. C'est ce qu'on trouve, c'est du classique, de chez Classique, j'aime bien le dire. Trouver du 7.5 54 MAS en dehors de PPU, je ne sais pas s'il en existe beaucoup, hein. Beaucoup d'autres, hein. Donc à part peut-être les munitions françaises, et encore, d'époque. J'en ai, peut-être que je vais les essayer, ça fera peut-être une occasion assez sympa de tester. Alors bien sûr, si vous avez vu le vlog sur le vlog 28, je vous ai montré aussi que j'avais reçu des munitions de tir réduit. Donc déjà là, je ferai une vidéo spéciale tir réduit, avec cette arme-là. Je pense que ça va être vachement sympa. Par contre, oui, il va falloir que je me mette à recharger ces munitions. Alors, je me suis quand même un petit peu renseigné. J'ai récupéré des douilles comme ça, toutes neuves, pour avoir un petit stock d'avance. Je remercie au passage l'armurerie Coutellerie Tourangelle, donc qui se trouve au sud de Tours. Et je vais pouvoir recharger ces munitions donc de 7.5 54. Avec quelle poudre? J'en sais rien. J'ai des tables avec de la Tubal 3000, j'ai des tables avec de la Tubal 5000, j'ai des tables avec la RS Reload. Il va falloir que j'essaye un petit peu tout, essayer de faire un escalier, essayer de trouver le bon compromis entre poids, vitesse. Alors les vitesses, c'est le problème. Le vitesse, j'ai pas mal de commentaires sur ce sujet. On me dit, mais pourquoi t'as pas de chrono? Bon, c'est vrai que j'ai pas de chrono. J'avais déjà essayé les chronos Caldwell. Franchement, c'est nul. Hein, j'aime pas du tout. C'est pas pratique. Il existe maintenant un chrono de chez Garmin, alors qui est aussi gros qu'une GoPro. Hein, c'est génial. Hein, sauf que ça coûte pour moi une blinde. Donc, s'il y a un sponsor qui me regarde, je suis volontaire pour récupérer un Garmin, alors je sais plus comment il s'appelle, le X1 Pro, quelque chose comme ça, et pour pouvoir tester mes vitesses. Parce que oui, effectivement, tester les vitesses, c'est hyper important. Se rapprocher le plus possible de ça, des munitions manufacturées, en fait, je pense que c'est ce qui importe le plus. Parce qu'une munition manufacturée, elle est valable à 50 mètres, elle est valable à 100 mètres, elle est valable jusqu'à 300, 400, et voire plus. Sauf que moi, lorsque je fais des rechargements, je me concentre sur une distance de entre 50 et 100 mètres. Et je tourne autour de ça, de cette distance, mais pas de la vitesse. En tout cas, la vitesse va en découler des résultats à 100 mètres. Mais moi, dès que je passe à des distances supérieures, ça va plonger direct. Donc oui, effectivement, l'achat d'un chrono, en tout cas l'utilisation d'un chrono, est indispensable. Je le reconnais. Et merci au passage aux personnes qui m'en parlent, que ce soit sur YouTube, par messagerie, ou directement les gens que je rencontre des fois en bourse aux armes. Voilà, j'en ai rencontré quelques-uns récemment à Poitiers ou à Saint-Junien à côté de Limoges. À chaque fois, ils m'ont parlé de vitesse par exemple, et pourquoi tu n'achètes pas un chrono? Bon, c'est ça, c'est tout. C'est le côté financier. Je préfère acheter une arme qui m'intéresse ou acheter des composants. Le chrono passe après. J'en suis pas là encore, hein, à acheter un chrono
et me concentrer sur une munition pour pouvoir tirer loin et précisément, si on peut. J'utilise des armes comme ça, des armes qui ont 80 ans pour la plupart. J'utiliserai des armes de TLD, tir longue distance, pour tirer à 1000 mètres. Ça serait indispensable d'avoir un chrono. Mais c'est pas les mêmes calibres. Et l'arme n'est pas pareille. Sur le TLD, j'en connais pas qui tirent avec des visées ouvertes comme ça. Hein, on est d'accord, c'est tous avec des lunettes. Bon, je m'égare un petit peu pour parler de tout ça avec ce MAS 36. Voilà, donc dans les futures vidéos, ça sera... j'espère qu'il y en aura au moins 2. Donc déjà, la suivante, ça sera certainement le tir réduit, avec les munitions que j'ai récupérées. Et une vidéo spéciale rechargement. Alors peut-être pas comment faire du 7.5.54 MAS en rechargement. Hein. C'est pas très intéressant. Hein. Si vous savez faire n'importe quel calibre, vous êtes capable de faire ce calibre-là. Hein. C'est identique. Hein. Ce calibre-là, mais il est quasi identique au 7.5 suisse, par exemple. Ou il est quasiment identique au 308 Winchester. Non, c'est hyper simple à faire. Voilà, il n'y a pas de complications plus que ça. Donc voilà, peut-être une vidéo sur le rechargement, sur des munitions rechargées, lorsque j'aurai trouvé la recette idéale. J'en suis pas là, je n'ai pas commencé à recharger. Donc, à voir dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, hein, comme ça vous serez... et puis activez la petite cloche. Comme ça vous serez au courant des futures vidéos. Et puis j'espère que tout ce que je fais sur YouTube, ce sont des vidéos assez simples. Voilà, des fois c'est peut-être un petit peu barbant de m'écouter, je parle beaucoup. J'en suis désolé. Je coupe aussi beaucoup au niveau des séquences. Mais bon, voilà, j'adore faire des vidéos, j'adore faire du montage. Et j'aime en fait vous faire partager tout ce que je fais. Et j'ai beaucoup de commentaires qui me remercient dans ce sens. Voilà. Ça fait plaisir. Allez, ciao, bientôt.